Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. C'est parti pour les titres de cette édition. Référendum constitutionnel. Le chef de l'État connaît désormais l'avis du Conseil constitutionnel sur la question. Un avis inconnu du public pour le moment. Macky Sall se prononce demain sur la question. La polémique enfle entre Aliou Sall et Birahim Seck du Forum Civil. Après avoir été soupçonné d'être au cœur d'une affaire de blanchiment d'argent, Aliou Sall va porter plainte et déclare que la Banque de Dakar n'a aucun lien avec Timis Corporation Limited. Birahim Seck persiste et se réjouit que cette affaire puisse se régler devant les tribunaux. Encore une profanation au cimetière de Thiaroye Kao. 24 heures après inhumation, le corps du défunt a été déterré. Une partie du linceul emporté selon les témoins. Une enquête est ouverte par la police de Yeumbeul. Colère des maraîchers de la commune de Ronkh à l'origine de leur courroux. Un problème d'eau qui menace 2000 hectares de culture. Voilà pour le sommaire. Le développement dans une poignée de secondes. Aliou Sall va porter plainte contre Birahim Seck du Forum Civil. Le maire de Guédiawaye, frère du président, estime qu'il a été diffamé dans toutes les affaires évoquées par le militant de la société civile. Aliou Sall, que je vous propose tout de suite d'écouter. Compte tenu de l'ampleur de cet acharnement, je suis au regret de devoir prendre mes responsabilités au niveau de la justice et surtout amener M. Birahim Seck à devoir confirmer ces allégations, à défaut de pouvoir montrer des preuves qui de toutes les façons il ne pourra jamais montrer parce que ça ne coïncide avec aucune réalité. Je vais porter plainte parce qu'il m'accuse à la limite de blanchiment, de corruption, de collusion, de tout ce que vous voudrez. Quels que soient par ailleurs les soutiens qu'il peut avoir, je ne reculerai pas parce que je vais user de mes droits de citoyen. Et je pense que j'ai aussi le droit de laver mon honneur. Et nous restons avec Aliou Sall qui s'est également prononcé sur la société Sahel Aviation. D'après lui, il est bel et bien le propriétaire de la structure mais n'a jamais gagné de marché. Le frère du président de la République clame son bon droit de travailler et de faire des affaires comme tout citoyen. Écoutons-le toujours au micro de Pape Abdoulaye Der. S'il parle d'une société qui s'appelle Sahel Aviation, effectivement, cette société, on l'avait créée avec deux autres amis, dont Correa dont il parle. Cette société n'a jamais opéré au Sénégal parce qu'elle n'a jamais pu obtenir de licence ou d'agrément, malgré le fait que je sois le frère du président. On n'a jamais pu obtenir d'agrément ou de licence de l'aviation civile sénégalaise. Donc cette société n'a jamais opéré au Sénégal. Ceci dit, même la semaine prochaine, si vous allez encore dans le site de l'APEX, vous pourrez voir que j'ai créé une nouvelle société. Je suis sénégalais et j'ai le droit de faire des affaires, de créer des sociétés. Si je me cachais, je ne mettrais pas mes noms dans ces sociétés-là. C'est aussi simple que ça. Je ne cherche pas à me cacher, je cherche à jouir simplement des droits que tout autre citoyen a. Toujours dans cette affaire opposant Aliou Sall à Birahim Seck, ce dernier persiste et déclare avoir assez de preuves établissant un lien entre la Banque de Dakar et la découverte de gaz à Saint-Louis. Birahim Seck assume ses propos et se réjouit que cette affaire puisse se régler devant les tribunaux. Nos reporters Mambiram Diouf et Mardien l'ont rencontré. Aliou Sall, qui veut laver son honneur en brandissant une plainte contre Birahim Seck, ce responsable du Forum Civil, n'est nullement ébranlé. Au contraire, il pense que ce sera le moment de faire la lumière sur cette affaire. C'est un citoyen sénégalais qui se sent évincé. On a une justice, je pense qu'il est en bon droit d'aller se plaindre devant le juge. C'est tout à fait normal et logique. Et nous attendons sa plainte. Je pense que ça, on l'a dit érudit. Aliou Sall qui clarifie, indiquant qu'il est seulement administrateur de la Banque de Dakar, Birahim Seck de remettre une couche. Lui qui a dit qu'il est facilitateur entre la Banque BDK et les autorités sénégalaises. Il l'a dit, c'est pas mes propos, c'est lui qui l'a dit. Il est administrateur, il l'a dit, il l'a confirmé. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit que M. Aliou Sall est administrateur de la banque et lui-même, aujourd'hui, à la TFM, a confirmé qu'il est administrateur de la banque. J'ai toujours dit que lui, il est impliqué parce que Petrotim Limited a obtenu 90% pour l'exploitation de ce pétrole. Le Sénégal également doit savoir que Petrotim Limited est représenté au Sénégal par Petrotim Sénégal. Et qui est le gérant de Petrotim Sénégal? C'est M. Aliou Sall. Tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, on le réitère, on n'y change aucune virgule. Parce que dans ce contexte-là d'illégalité, nous ne sommes pas
en mesure, bien en posture de se demander s'il n'y a pas en réalité une tentative également de blanchir de l'argent. Ce membre du Forum civil estime qu'il s'agit là de faits irréfutables. Depuis des années, nous sommes dans le combat pour la transparence. On ne dit pas comme ça à la légère. Donc vous décrivez sûrement quelque chose de... Il a nié qu'il n'y a pas de lien entre Timis Corporation et BDK. Attendez voir d'ici quelque peu. Est-ce qu'on va accepter qu'un clan, un parti, une famille, des parents puissent quand même s'accaparer des ressources publiques de l'État? Moi, en tout cas, je ne vais pas l'accepter. Et je vais me battre, quelles que soient les conséquences, je me battrai contre ça. Birahim Seck se dit irréprochable car n'être soucieux que de l'intérêt du pays. Proposition de référendum. Le président Macky Sall connaît désormais l'avis du Conseil constitutionnel. Ibrahima, un avis que ne connaît pour l'instant pas le peuple sénégalais. Tout à fait. Et pour Maître Babou, avocat à la Cour, aucune contrainte constitutionnelle n'oblige le président Sall à rendre public l'avis des 5 sages. Toutefois, il estime que le chef de l'État doit au moins informer le peuple sénégalais. Alassane Ba, Modou Diop. L'avis des 5 sages sur la table du chef de l'État, Macky Sall. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la réduction du mandat du président Sall. Un avis pas encore porté à la connaissance du grand public. Et pour Maître Babou, rien ne l'oblige à le rendre public. Non. L'avis est adressé à l'autorité requérante. Le peuple sénégalais n'est pas tenu de savoir si le Conseil a dit oui ou non. Un avis qu'il partage avec certains constitutionnalistes que nous avons contactés. La saisie du Conseil constitutionnel par le chef de l'État, Macky Sall, avait fait couler beaucoup d'encre et de salive. Cette situation pousse le juriste à demander au président de la République de le rendre public. Mais pour une bonne pratique, quand même, surtout que ça a fait débat. Ça a fait débat. Chaque Sénégalais est devenu un constitutionnaliste. Donc, le président de la République se fera le devoir de communiquer sur la question, lui-même ou par l'intermédiaire d'un de ses communicants. Il le fera, à tous les coups il le fera, mais ce n'est pas une obligation. Un avis qui ne lie pas le président Sall. Il suffit de se reporter à la loi organique qui porte création du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a 2 formes de fonctions. Une fonction juridictionnelle. Il y a maintenant d'autres catégories de fonctions du Conseil constitutionnel. Ce sont des avis consultatifs. L'avis consultatif, on demande le point de vue du Conseil constitutionnel qui ne lie pas l'autorité politique. Aux dernières nouvelles, le président de la République va faire une déclaration très attendue ce mardi à 13h. Parlons à présent de cette polémique autour de la double nationalité au Sénégal. Le secrétariat exécutif national de l'APR propose une commission d'enquête parlementaire. Une démarche saluée par Maître Amadou Sall qui exige des recherches vigoureuses sans complaisance et qui doivent également concerner le président Macky Sall que ne partage pas le député Abdoumbo. Il rappelle que la création d'une commission d'enquête est une disposition du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Maïmouna Ndiaye Mardien. La porte tournée sur la question de la double nationalité. Une commission d'enquête parlementaire, la récente proposition exécutif national de l'APR qui ne fait pas peur à l'opposition. Ceux qui ont proposé ça sont tombés par la tête. Le président Wade il est et a toujours été, au moins depuis nos indépendances, exclusivement de nationalité sénégalaise. La question pour ce qui le concerne ne se pose pas. Pour le député de l'Alliance pour la République, il ne faut pas faire d'amalgame. On a vite fait de donner une connotation politique ou politicienne à ce débat en disant qu'on est en train de funer ou bien d'attaquer l'ancien président Maître Abdoulaye Wade. Ce qui se passe dans cette affaire, c'est qu'il s'agit non pas de Maître Abdoulaye Wade, mais au-delà de Maître Abdoulaye Wade, c'est-à-dire de la première institution du pays, le président de la République. Le chef de l'État, Macky Sall, doit-il apporter des éclairages à son tour? L'actuel président, qui tout le monde le sait, a bénéficié d'une green card. Et il faut qu'il nous dise, lui aussi, s'il n'a pas prêté serment sur la Constitution américaine. Ça, les Sénégalais aussi ont besoin de savoir. C'est après l'agitation de ce débat qu'ils veulent vraiment faire de la politique politicienne en disant que même le président Macky Sall, moi je pense qu'il ne faudrait pas qu'on déplace ce débat ici
il ne s'agit pas d'un débat politique, il ne s'agit pas de l'acharnement sur une personne, il ne s'agit pas de faire de la politique politicienne. La commission d'enquête parlementaire sur la double nationalité est toujours à l'état de projet. L'opposition attend avec impatience son aboutissement, des conclusions sans parti pris, leur principale doléance. Et nous restons avec cette affaire de la double nationalité, de la supposée double nationalité du président Abdoulaye Wade, le député apériste Seydina Fall en désaccord avec ses frères de parti. Alors que ses camarades souhaitaient une commission d'enquête parlementaire pour tirer cette affaire au clair, Bougazeli s'érige en défenseur de maître Abdoulaye Wade. Il estime que le pape du SOPU ne doit plus être dérangé dans sa retraite, qu'on le laisse en paix, semble-t-il dire. Nous l'écoutons. Je ne suis pas d'accord avec les propos de Moustapha Diakhaté. Bon, ce sont mes principes. Parce que Wade, c'est un ancien président de la République. On n'a qu'à laisser Abdoulaye Wade d'aller se reposer. Bon, si on dit on va faire une proposition pour une commission d'enquête par rapport à la double nationalité d'Abdoulaye Wade, bon, ça va créer d'autres problèmes. Karim Wade, le fils du président Wade, il a double nationalité, sénégalais et français. Donc, les responsables de PDS, il n'a qu'à se taire. Donc, ça veut dire que Karim, il ne peut pas être candidat. Ce n'est pas la proposition de Macky Sall qui a fait cette proposition-là. Mais ce n'est pas Macky Sall. Après la politique, parlons économie avec ce séminaire de la Direction générale des impôts et domaines. Le bilan est positif avec 1032 milliards de francs CFA recouvrés. Un travail rendu possible grâce au dynamisme des agents et à la volonté des clients sénégalais. La DGID envisage même code des impôts pour le rendre plus performant. La structure, ce lundi, Cheikh Ahmed Tidiane-Ba, directeur des impôts et domaines, s'est confié à Aminata Mba. Le 4 février déjà, le ministre de l'économie, des finances et du plan avait signé la convention multilatérale avec le Forum mondial à l'OCDE. Ça portait sur l'intégration du Sénégal à une plateforme d'échange de renseignements qui concerne 92 pays. Donc ce séminaire vient à son heure, puisqu'il permettra, j'en suis persuadé, de capaciter nos agents, parce que vous savez, si on organise un séminaire à Dakar, nous sommes capables aujourd'hui de mettre beaucoup d'inspecteurs dans ce séminaire-là. Donc, ça nous permettra de les capaciter, de leur donner la matière première, les moyens d'appréhender les revenus des multinationales surtout. Il est évident que le code général des impôts aussi est perfectible. Et nous avons reçu des instructions du ministre pour revoir au besoin, nous sommes en train de discuter ce dispositif légal et s'il faut l'améliorer, l'encadrer davantage, nous le ferons. Je voudrais en profiter pour dire qu'au-delà de ces querelles, il est évident que la DGID a été très performante, toute modestie mise à côté, très performante en 2015. Mais ça, on le doit à la pugnacité des agents, à leur abnégation dans le travail. Je pense que si nous avons atteint la barre de 1000 milliards, ce qui conforte l'engagement que j'avais pris en début d'année, nous avons pu atteindre la barre de 1000 milliards, nous l'avons même dépassé, nous sommes à 1032 milliards actuellement. Encore une fois, c'est grâce au travail des agents. Mais encore une fois aussi, c'est grâce à la cotisation des Sénégalais. Encore une profanation dans un cimetière. Les faits se sont passés au cimetière musulman de Thiaroye-Kao. La tombe d'un adolescent de 14 ans, inhumé hier seulement, a été retrouvée ouverte ce lundi matin. Une partie des défunts aurait été emportée. L'enquête est ouverte sur ordre du procureur de la police de Yeumbeul. Une autre information en bref, recherchée par la justice sénégalaise, le fugitif Baye Modou Fall, alias Boy Guinée, recouvre la liberté en Gambie, où il avait été arrêté après sa fuite à la maison d'arrêt de Diourbel. Une information confirmée par son avocat, Maître Babou. Grogne des maraîchers de la commune de Ronk, c'est dans le département de Dagana. Un problème d'eau à l'origine de leur mouvement d'humeur, Léa. Un problème d'eau qui, selon ces maraîchers, Ibrahima, menace 2000 hectares de culture issus de 6 villages différents. Ils accusent les projets agroalimentaires de Dagana d'être à l'origine du problème. Plus d'explications avec nos correspondants dans la zone, Ousseinou Diop et Habib Sek. Dans la commune de Ronk, située dans le département de Dagana, plus de 1300 paysans vivent le calvaire depuis un mois. À l'origine, l'eau qu'ils utilisaient pour irriguer des centaines de cultures dans les champs ne peut plus arriver à destination. Mais ni may wax ak yéen nii
Nous sommes actuellement dans une situation problématique. Là où nous nous trouvons, il y a des milliers d'hectares qui ne sont pas arrosés. Jusqu'au moment où je vous parle, aucun des paysans n'a pu trouver 2 litres d'eau pour arroser son champ. Ces paysans ont pointé un doigt accusateur au projet Senhuile. À cause de Senhuile, on n'a plus d'eau. La société a creusé un canal d'un côté, ce qui a provoqué le dessèchement du fleuve. Vous allez tout à l'heure vous en rendre compte. Même avec 3 pompes, l'on ne peut arroser son champ. Le manque d'eau est une contrainte majeure pour le développement de la culture maraîchère. Rien que dans les 6 villages concernés, 2000 hectares sont menacés pour un coût global de plus de 200 millions de francs CFA de pertes. Les cultivateurs lancent un appel aux autorités. Nous lançons juste un appel au président de la République. Il travaille et son gouvernement doit suivre l'exemple. Les ministres sont les représentants du président. Ils doivent descendre sur le terrain et aider les jeunes travailleurs. Car, comme il le dit, l'émergence se trouve entre nos mains. Les paysans du Waalo ont manifesté avec des brassards rouges pour inviter l'État sénégalais à solutionner leurs problèmes dans les plus brefs délais. Ils menacent de marcher prochainement si rien n'est fait dans les prochains jours. Conférence de presse des jeunes de Kolda. Alors qu'ils vivent dans la zone peu urbanisée de la ville, ils appellent les autorités à respecter leurs engagements. Ils réclament l'électrification de la zone de Faraba et ses environs, chose, disent-ils, que l'État avait promis de faire lors du Conseil des ministres décentralisé à Kolda. La correspondance d'Abdoulaye Diallo. C'est dans cette ambiance que des jeunes de la zone périurbaine de Kolda, à savoir Faraba et ses environnants, s'étaient mis face à la presse locale pour dire le ras-le-bol quant aux promesses non tenues des autorités concernant l'électrification de la zone de Faraba. Pourquoi aujourd'hui nous avons tenu quand même à tenir ce point de presse pour alerter encore une fois de plus l'État sur les risques qui sont en train d'encourir face à cette situation de l'électrification de la zone de Faraba. Il faut le rappeler, c'est cette zone qui abrite la centrale électrique de Kolda. Il y a de cela depuis 40 ans. Et nous sommes là, la centrale est sur place, mais la zone ne bénéficie d'aucune extension électrique. Ça, c'est une injustice que nous demandions à l'État de réclamer, de réparer. Mais malheureusement, jusqu'à présent, rien n'a été fait. Autre chose encore, il faudra rappeler à la Sénélec qu'ils ont une responsabilité sociétale. Comment aurait-on imaginé qu'une entreprise comme la Sénélec puisse s'installer dans une zone, trouve des populations sur place, mais se met à fournir de l'énergie à des centaines de kilomètres de la région de cette zone et qu'aucune localité, aucun ménage ne bénéficie de cette extension de l'électricité. Nous pensons que c'est une injustice que la Sénélec doit réparer aujourd'hui. Selon leurs propos, ils comptent durcir le ton au cas où leur doléance ne sera pas prise en compte par les autorités. Nous voudrions quand même pour une dernière fois leur rappeler cela, qu'ils puissent en tout cas achever les travaux qui ont été démarrés et pour en tout cas étendre l'électricité dans toute la zone. Sinon, les prochains jours, les populations vont se mobiliser pour en tout cas réclamer leurs droits. Mais jusqu'à présent, nous pensons que les autorités ne veulent pas comprendre ce langage que nous leur tenons. Et je pense qu'au-delà de cela, je pense que c'est le langage de la rue qu'ils vont comprendre. Et nous serons dans la rue, Inch'Allah, s'ils ne répondent pas à notre appel. Rappelez qu'en 2014, les habitants de cette zone avaient barré la route nationale numéro 6 et brûlé des pneus pour réclamer l'électrification de leur localité. Les Dara face au défi de la modernité, un thème qui réunit à Tivaouane parlementaires, sommités intellectuels et maîtres coraniques. Une rencontre qui a également permis d'échanger sur la lancinante question de la mendicité des talibés. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Ce forum a réuni tous les acteurs, les Serigne Dara, toutes les sommités intellectuelles, hommes politiques et députés à l'Assemblée nationale pour se pencher sur la problématique des Dara et la mendicité des talibés. Les députés ont expliqué à l'assistance la nouvelle loi votée pour la modernisation des Dara. L'État ne peut pas intervenir dans un secteur qui n'est pas ordonné, qui n'est pas formalisé. C'est pourquoi nous avons besoin de cette formalisation pour permettre à l'État de réparer l'injustice qui frappe les Sénégalais qui ont opté d'envoyer leurs enfants dans ces systèmes d'éducation. Parce que l'éducation est un droit régalien qui revient à l'État et la loi vise cela. Ces propos ont été tenus à l'occasion de la cérémonie de relance des travaux du complexe islamique de Tivaouane. Le complexe a été initié par mon père, Imam Lamine Diouf, qui a été imam ratib de Tivaouane de 1900
88 à septembre 2006. De son vivant, il avait initié un projet pour en tout cas étendre le Dara, le rendre en tout cas plus propice par rapport aux exigences du temps. C'est pourquoi il avait ébauché ce projet-là qui était composé en tout cas d'une mosquée et de 5 salles de classe. Donc en 2006 déjà il y avait cela. Maintenant depuis 2006, vraiment c'est nous qui avons hérité le Dara, mais compte tenu de nos engagements, on n'arrivait pas en tout cas à faire bouger les choses. C'est pourquoi on a fait appel à tous les anciens du Dara pour ensemble en tout cas reprendre le projet et le porter jusqu'à sa finition. Les maîtres coraniques attendent avec impatience la concrétisation de ce projet pour régler définitivement les problèmes des Dara. À présent, une note de musique dans cette édition. Bientôt, un nouvel album pour Youssou N'Dour, lead vocal du Super Étoile. Une nouvelle que les auditeurs de la radio Futur Média ont pu entendre hier, le jour de la Saint-Valentin. Youssou N'Dour, pour l'occasion, a chanté ses plus belles chansons d'amour devant un public restreint. Aïssatou Paye a assisté pour la rédaction à ce concert privé. Reportage. Les cœurs ont vibré, les corps ont tremblé au son d'une voix toujours aussi mélodieuse. À Ziguinchor, Thiès, Saint-Louis, Dakar, les mélomanes se sont délectés d'un concert à la radio Futur Média en compagnie du lead vocal du Super Étoile qui annonce l'arrivée prochaine d'un nouvel album. Ah bon? Je suis fin prêt. Mon nouvel album sera bientôt là parce que depuis 6 ans, depuis Dakar Kingston, je n'ai rien sorti. D'ailleurs, Dakar Kingston n'est même pas un nouvel album. C'était un album d'expérience parce que beaucoup de morceaux ont été repris et nous l'avions fait avec du rythme reggae. Pratiquement depuis Al-Samadei, je n'ai sorti que des singles par-ci et par-là. Mais cette fois-ci, nous sommes d'attaque. Donc il n'y a pas d'album, donc ça fait 7 ans. Bon, les nous gagnent ben morceaux mais maintenant il arrive à point nommé 6 ans d'absence que le PDG du groupe Futur Média va combler. Les fans en adoration le suivent à chaque étape de son évolution. Les albums se différencient à travers les années. Ce sont des étapes de la musique. Les choses évoluent et les albums ressemblent toujours aux choses qu'on vit et qui évoluent. C'est comme les cours que l'on apprend dans les classes. Vous savez, lorsque je sors un album, les gens s'attendent à un album rythmé qui les fait bouger. C'est une pression et je l'accepte. Quelque chose qui bouger. Donc pression le man. Donc en cette Saint-Valentin, quel cadeau va-t-il offrir aux Sénégalais? Un nouvel album pétri de tendresse et de talent pour les Sénégalais qui, à coup sûr, vont se régaler une fois de plus. L'actualité internationale nous mène en Israël où l'ancien Premier ministre Ehud Olmert a été emprisonné ce lundi pour corruption. Au Burundi où des attaques à la grenade ont fait un mort. Nous irons également en Centrafrique avec le démarrage du dépouillement des bulletins de vote du second tour de la présidentielle. Mais tout d'abord, direction le Bénin où la présidentielle a été reportée. L'actualité hors de chez nous, c'est avec Daniel Diouf. Le premier tour de l'élection présidentielle au Bénin, prévu le 28 février prochain, reporté au 6 mars. L'ensemble des cartes d'électeurs n'a pas été distribué selon la Cour constitutionnelle. Plusieurs candidats de l'opposition avaient réclamé ce report à cause des retards constatés dans la production et la distribution des cartes des 4 600 000 électeurs. En République centrafricaine, le dépouillement des bulletins a commencé dimanche après un vote dans le calme pour désigner qui, Danissé Georges Dologuélé ou Faustin Archange Touadéra, 2 anciens premiers ministres, sera le président qui devra sortir le pays de 3 ans de violence. Quelques 2 millions d'électeurs ont été appelés à départager les candidats, tous deux âgés de 58 ans, arrivés en tête du premier tour du 30 décembre. Ce lundi, la capitale burundaise a été ébranlée par des attaques à la grenade. Selon des témoins sur place, des hommes circulant à moto ont lancé 3 grenades qui ont explosé dans le centre de Bujumbura. 2 autres de ces engins explosifs ont été lancés dans le nord de la capitale. Un enfant a trouvé la mort au cours d'une de ces attaques selon SOS Média Burundi.
Les deux camps opposés, le pouvoir et l'opposition, se rejettent la responsabilité de ces attaques qualifiées de terroristes. Aucune d'entre elles n'a d'ailleurs été revendiquée. Enfin, c'est la première fois en Israël qu'un ancien chef de gouvernement va en prison. Ehud Olmert a été incarcéré ce lundi après une condamnation à 19 mois pour corruption et entrave à la justice. L'affaire remonte aux années 1990 lorsqu'il était maire de Jérusalem. L'ancien Premier ministre qui dit accepter sa peine, le cœur lourd, a été conduit sous haute escorte à la prison de Ramler dans le centre du pays. C'est dans cet établissement pénitentiaire que se trouve aussi l'ancien président israélien Moshe Katsav qui purge une peine de 7 ans de prison pour viol. Ehud Olmert a été Premier ministre de 2006 à 2009. Bienvenue dans la page des sports. Génération Foot s'est incliné hier face au club nigérian de Nasawara United par 2-1. Un match qui s'est tenu en préliminaire de la Coupe de la CAF. L'arbitrage a été décrié après avoir donné un penalty au club nigérian à la 90e minute. Retour sur cette rencontre sportive avec nos envoyés spéciaux au Nigeria, Chertidiane Diao et Morharma. Une fin de match tendue, les nerfs à vif. La frustration était présente dans les rangs de Génération Foot. Un match où les visiteurs ont concédé l'ouverture du score à la 5e minute. Ibrahima Niane, à la 47e, remet les pendules à l'heure, mais à la 87e, l'arbitre mauritanien désigne le point de pénalty. Malgré les vives contestations, Segbessou Sowon transforme, au final, une défaite pour les pensionnaires de Deli Biram Dawa. En dehors de l'histoire du penalty aussi, moi je pense qu'il y a des moments où on n'a pas été bon dans les phases de transition. Parce qu'il y a eu des moments où on pouvait tuer le match dans les transitions sur des situations de 3 contre 1, 3 contre 2. Mais on n'a pas été bon dans la finition. Donc ceci aidant, on a été mené par 1-0 à la mi-temps. On a rectifié pour revenir au score. Et à la dernière minute, on prend un but. Le directeur technique ne veut pas verser dans la suffisance. Le retour est loin d'être joué. C'est un match encore à chance égale pour les deux. Je dirais même 50-50. Tout n'est pas donné. Il faut se remettre en cause ou en question et essayer de tirer tous les enseignements de ce match et mieux faire à Dakar. Les deux équipes s'expliqueront le 27 février prochain à Dakar. L'objectif est clair pour les poulains de Dibifal, passer au prochain tour. Football toujours, le FC Barcelone a atomisé le Celta Vigo 6-1 dimanche en Liga. Luis Suarez en a profité pour signer un hat-trick et sur son 3e but, il a bénéficié d'une passe de Lionel Messi qui exécutait un penalty. Messi a en effet tiré le penalty à 2, ce qui a complètement déstabilisé le portier du Celta. Cette manière de tirer un penalty n'était plus réussie depuis 1982 avec les joueurs de l'Ajax d'Amsterdam de l'époque, Johan Cruyff et Jasper Olsen. Nous parlons basketball à présent avec la 4e journée de championnat national 1. Carton plein pour l'UGB à Saint-Louis chez les filles. L'université Gaston Berger a dominé Mbour Basket Club sur le score de 74-37. Chez les garçons, idem, l'UGB s'est défait de l'US Ouakam 59-54. Les temps forts avec Ousseynou Diop. L'université Gaston Berger de Saint-Louis chez les garçons a battu l'US Ouakam. À la mi-temps, le score était de 34-24 pour l'UGB. Finalement, les Sanarois ont battu l'Union Sportive sur le score de 59-54. Auparavant, la rencontre d'ouverture a répondu à toutes les attentes. L'équipe féminine de l'UGB a largement dominé le Mbour Basket Club, très affaibli par les départs notés. Elle a dominé la rencontre C7 au premier quart-temps, 31-16 au second, 54-28 pour le 3e quart-temps et enfin 74-37 pour le 4e. Pour les visiteurs, les deux équipes n'étaient pas dans la même catégorie. On a joué contre une équipe supposée des favoris dans cette poule. Nous ne visons pas Saint-Louis Basket, nous ne visons pas l'UGB. Nous savons très bien ce que nous avons et ce que nous faisons. Donc on a des équipes qu'on a ciblées, à savoir Ziguinchor, Asso et peut-être la GIA. Sinon, on n'est pas dans la même catégorie qu'eux. Bien sûr,
on forme, les gens se prennent. L'Université Gaston Berger de Saint-Louis est pour le moment deuxième dans le championnat. Après sa défaite la semaine dernière contre les champions en titre, le Saint-Louis Basket Club, Birahim Gaye a apporté des changements. On a un grand effectif. C'est-à-dire, moi j'étais avec 23 éléments. Donc je crois que sur les 23, les 18 ou bien les 19 sont interchangeables. Donc j'essaie de les mettre, de mettre toutes les filles dans le bain. Et on avait constaté aussi la dernière fois qu'il y a des filles qui n'ont pas encore fait de bons matchs. Donc il fallait les changer et mettre d'autres. Les deux équipes saint-louisiennes se sont donc signalées. Le Saint-Louis Basket Club occupe toujours la première place suivie de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Cette année encore, l'UGB s'est renforcé avec 3 joueuses de Mbour Basket Club. Voilà qui met un terme à cette présente édition. Merci à toi Léa. Merci Ibrahima. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. Mais avant de nous quitter, la suite de permanence. Chéri Quitté, la suite.